La Ferrari traverse un moment extrêmement délicat. En effet, les résultats sur la piste ne suffisaient pas. Désormais, Maranello risque de subir une hémorragie de techniciens et je vais m'expliquer. Après Wolf Zimmermann et Lars Schmid, tous deux proches d'Audi, on parle maintenant également du départ de Diego Tondi, l'actuel chef de l'aérodynamique, qui serait prêt à quitter Maranello. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons approfondir cette nouvelle, en examiner les causes et surtout les conséquences. Nous devons également parler des tests Pirelli prévus pour 2026. Mais ce n'est pas tout, nous devons aussi examiner les déclarations de Ford sur le projet Red Bull de 2026, qui sont des déclarations loin d'être bonnes de la part d'un partenaire commercial. Analysons aussi Ajar et Bortoleto. Enfin, parlons de Kimi Antonelli. Avant de commencer, merci de liker pour soutenir, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer sur la Formule 1 et Ferrari. Cela dit, commençons tout de suite. La nouvelle du départ de Diego Tondi provient du blog de Leo Turini et a été reprise par plusieurs médias. Ce n'est pas une rumeur quelconque, Diego Tondi n'est pas un technicien de second plan, mais l'une des figures centrales du département aérodynamique, héritier direct de David Sanchez, et s'il décidait vraiment de faire ses valises, cela créerait un énorme vide pour Ferrari, juste à la veille du projet 2026, qui devrait marquer la renaissance sous le nouveau règlement technique. Et c'est là le point, car les doutes sur le projet 2026 ne sont pas nouveaux. Depuis longtemps, on parle de perplexité au sein de la gestion sportive et le départ en bloc de profil de premier plan ne ferait que confirmer ces fissures. Vasseur, qui avait apporté un vent de stabilité, pensons par exemple à Luis Serra, à Jérôme D'Ambrosio, se trouve maintenant à faire face à une situation complexe. D'un côté, il doit tirer le meilleur parti d'une SF25 qui est à un dixième de la McLaren, mais encore incapable de gagner. De l'autre, il doit gérer un personnel clé qui semble prêt à changer d'air. Le GP d'Italie à Monza, avec Verstappen vainqueur et les deux McLaren en tandem, a montré que Ferrari n'a même pas réussi à tirer parti de son propre circuit. Un signal qui pèse psychologiquement et qui s'ajoute à une année sans succès. Maintenant, le risque est que même le projet à long terme soit miné par une fuite de cerveau vers des concurrents plus stables et il est difficile d'être optimiste dans cette situation. Car il ne s'agit pas seulement d'ingénieurs individuels qui partent, mais d'un signal structurel. Évidemment, à l'intérieur de Maranello, certains ne croient pas au plan pour 2026. Zimmermann et Smith, experts en unités de puissance, sont déjà orientés vers Audi. Un projet en expansion promettant des ressources et une vision durable, comme mentionné hier avec Mattia Binotto à sa tête en tant que directeur d'équipe, qui a sûrement joué le rôle d'intermédiaire entre Audi et Ferrari. Si même Diego Tondi, figure clé de l'aérodynamique, décidait de partir, il serait difficile de ne pas interpréter cela comme un manque de confiance dans la gestion actuelle de Ferrari. Attention, 2026 marquera une révolution technique avec de nouvelles unités de puissance, des voitures plus légères et une aérodynamique différente. Perdre maintenant ceux qui ont dirigé le développement récent, moteur et aérodynamique, c'est donner un avantage net aux rivaux. Vasseur a certainement les épaules larges et a déjà fait preuve de pragmatisme, mais à lui seul, il ne peut pas renverser une situation où la politique interne et le manque de continuité technique risquent de peser plus que les performances sur la piste. La Ferrari doit protéger ses meilleures ressources, en offrant des perspectives claires et une liberté de travail. Les rumeurs concernant Diego Tondi ne doivent pas être prises à la légère. Perdre le responsable de l'aérodynamique à moins de 2 ans de la nouvelle ère serait un coup dur. Et je vous pose aussi une question légitime. Ferrari est-elle un vivier de talent ou un tremplin vers d'autres équipes ? Parce qu'il arrive très souvent que différents ingénieurs parviennent à se former et à évoluer chez Ferrari, utilisant cette expérience comme tremplin pour ensuite occuper des rôles plus importants dans d'autres équipes. Nous savons que la Formule 1 a toujours été faite d'échanges de savoir-faire entre les différentes équipes, en particulier les équipes de pointe. Il suffit de penser au miracle Benetton, ce miracle réalisé par Ross Brown et Michael Schumacher qui ont accompli un exploit en passant de Benetton à Ferrari, créant l'équipe de rêve des années 2000. Cependant, cette situation semble désormais être toujours inversée, c'est-à-dire que Ferrari offre des talents d'ingénieur à d'autres équipes. Pensons par exemple au cas d'Andrea Stella qui est allé chez McLaren en tant que directeur d'équipe et qui, à juste titre, récolte maintenant les fruits de son travail. Mais quelle importance avait-il chez Ferrari à l'époque où il était ingénieur de piste pour Fernando Alonso? C'est la véritable question que nous devons nous poser. Il reste toujours un point crucial. Ferrari n'a pas de siège en Angleterre, dans la Motor Valley anglaise, où Red Bull, McLaren, Mercedes, Aston Martin sont toutes regroupées dans un rayon de 60 km. Je suis allé visiter cette région et je connais l'atmosphère qui y règne. C'est un climat très serein et il y a un échange continu de personnes entre les différentes équipes, mais sans créer de problème, sans créer un environnement toxique qui nuirait à la fois à l'ingénieur et à l'équipe.
Et donc cela va certainement influencer un cadre plus complexe qui est la vision de Ferrari pour l'avenir. Comment Ferrari a-t-elle l'intention de se positionner sur le marché? Ingénieur. Et qu'a-t-il fait jusqu'ici? Vasseur s'est engagé avec Ferrari pour promouvoir plusieurs ingénieurs. Un exemple clé est Loïc Serra, arrivé à Maranello pour gérer la dynamique du véhicule, donc les suspensions, les pneus et les interactions. Il s'est retrouvé en Italie après le départ d'Enrico Cardile, qui est allé chez Aston Martin pour assumer un rôle de fait de directeur technique. Mais il n'avait pas été pris pour cela, et c'est là que le problème se pose. Si un manager externe vient occuper un poste qui aurait pu être confié à quelqu'un en interne prêt à évoluer, des mécontentements se créent inévitablement. Et c'est là que le problème se pose. Si un manager externe vient occuper un poste qui aurait pu être confié à quelqu'un en interne prêt à évoluer, cela génère inévitablement des mécontentements. Il est arrivé de nombreuses fois que Ferrari recrute de jeunes talents, les forme, mais ne les valorise pas au maximum, et à un certain moment, ils partent. Un autre exemple, en plus de celui d'Andrea Stella, est Laurent Mekies, qui à Maranello n'a jamais eu l'espace qu'il souhaitait, et dès son arrivée chez Red Bull, il a immédiatement gagné la confiance de Verstappen et de toute l'équipe, d'abord en se formant chez Racing Bulls, puis en devenant même directeur d'équipe de Red Bull. Un signal clair que, hors d'Italie, certains profils sont considérés différemment. Mais allons voir d'autres changements internes chez Ferrari qui vous surprendront. Pourquoi devons-nous approfondir cette question à 360 degrés en examinant toutes les figures qui quittent Maranello, où elles vont et quel rôle elles occupent? Nous avons parlé de Wolf Zimmermann et Lars Schmidt. Le premier est le père de l'unité 066 de Ferrari, donc chef du moteur à combustion interne et de la recherche et développement. Tandis que le second est le chef technique du développement du moteur thermique. Tous deux quittent Ferrari et rejoignent le Competence Center Audi Motorsport à Newburgh, où ils retrouveront Mattia Binotto. Mais ce n'est pas le seul départ, nous avons aussi Enna Stas, qui est un spécialiste en aérodynamique et en refroidissement avec plus de 10 ans à Maranello et qui passe chez Mercedes dans un contexte où Mercedes elle-même et le réseau avec McLaren poussent vers une plus grande efficacité du refroidissement de l'unité de puissance. Dans le jeu d'échange entre InWheel et Maranello, donc nous parlons de Sauber et Ferrari, il y a aussi Frank Sanchez. Ancien de Sauber, il arrive chez Ferrari et, sous la responsabilité de Di Gotondi, il assume de grandes autonomies en tant que responsable du développement aérodynamique du projet 678. En revanche, nous avons vu partir Velodé, expert en soufflerie, qui se dirigera vers InWheel, donc vers Sauber. Sauber qui en fait travaillera avec Audi. Et sur le front des unités de puissance, la zone dirigée par Enrico Gualtieri est en plein remaniement. À l'intérieur, il y a plusieurs spécialistes qui sont d'anciens Alpines, libérés du Gardening Live et quelques-uns de Mercedes. Soyez attentifs également au tandem Zimmermann-Schmidt, qui pourrait inciter d'autres membres du personnel à quitter Ferrari. Et pour quelles raisons tant d'ingénieurs optent-ils pour Audi? Binotto, qui est actuellement chez Audi, est conscient de la difficulté du 50-50 de puissance thermique et électrique du moteur qui est exigé par les règles de 2026. Et pour cela, chez Audi, il a constitué une équipe de super spécialistes pour tirer le meilleur parti de la duo qui est l'Additional Development Upgrades Opportunities, qui sont les bonus évolutifs accordés par la FIA aux constructeurs qui commenceront avec un retard de performance. En somme, ce sont des bonus accordés aux équipes qui arrivent plus tard. C'est pour cela que ces bonus ont été accordés à de nouveaux ingénieurs, notamment Zimmermann et Smith, pour améliorer le développement de l'unité de puissance Audi et viser à reconstruire le partenariat historique qui existait avec Ferrari. Cependant, en même temps, Ferrari n'est pas à l'arrêt, mais doit resserrer les délais et les priorités. En effet, les rumeurs sur le moteur thermique poussé, contesté par les magazines, expliquent les bruits sur la fiabilité. Mieux vaut corriger maintenant que d'être étranglé en 2026. Le concept de batterie compacte est malin, offrant plus de liberté dans le châssis et l'aérodynamique, avec aussi plus de marge de performance globale. En somme, Ferrari perd 2 références dans le moteur thermique à un moment très sensible, mais conserve le contrôle de la zone moteur avec Enrico Gualtieri à sa tête et confie la Power Unit 2026 à Mazzoni qui allège l'hybride sur le packaging et insère des profils aérodynamiques comme Sanchez qui a plus d'autonomie. La clé sera de combler les lacunes en matière de fiabilité du moteur et de synchroniser l'unité de puissance avec le châssis et la partie aérodynamique d'ici la fenêtre 2026. Nous avons rassemblé les informations les plus importantes sur Ferrari, sur le marché des ingénieurs qui entre et qui sort à l'intérieur de Maranello. Mais faisons une parenthèse plus approfondie sur les tests Pirelli car ils se déroulent ces jours-ci et sont fondamentaux en vue de 2026. Les tests Pirelli à Monza ont été essentiels pour le développement des composés 2026. Ce furent 2 jours intenses qui ont permis aux fournisseurs uniques de recueillir des données précieuses tant sur le sec que sur le mouillé, grâce également à des conditions météorologiques variables qui ont rendu le programme d'essai plus complet que prévu. Les chiffres du test sont clairs, 467 tours effectués pour un total de 2705 kLb.
Sur la piste, nous avons vu 4 mule cars modifiés pour accueillir les nouvelles spécifications. Nous avons la Williams FV47, la Williams de Carlos Sainz, la Racing Bulls d'Isaac Hadjar, et les jours précédents, Max Verstappen et Yuki Tsunoda ont aussi roulé avec la Red Bull, avec Felipe Drugovich dans l'Aston Martin. Les températures étaient autour de 22 grammes pour l'air et 27 grammes pour l'asphalte. Mais quel était le point focal technique ? Les essais de mercredi se sont concentrés sur une nouvelle version des pneus intermédiaires déjà testés à Fiorano, sur une piste mouillée artificiellement. Cette fois, cependant, la pluie a permis une vérification dans des conditions réelles, offrant à Pirelli des données fondamentales sur le passage entre les pneus intermédiaires et les pneus secs. En ce qui concerne les pneus pourtant secs, la comparaison a porté sur les composés C4, C5 et C6, les plus tendres de la future gamme. Les mule cars ont monté des prototypes de pneus légèrement plus étroits que les actuels, tout en conservant le même diamètre. Nous verrons un autre test fin septembre au Mugello, puis il y aura le test dans la ville de Mexico après le Grand Prix correspondant. Enfin, il y aura la session collective de fin de saison à Abu Dhabi en décembre, avant l'homologation définitive prévue pour le 15 décembre 2025. Et 2500 km en 2 jours ne sont pas négligeables. Et avec l'ajout de la pluie, cela a permis de tester au mieux les pneus Pirelli pour temps humides et les pneus Pirelli pour temps sec lorsque la piste s'est asséchée en testant les pneus plus tendres. Car Pirelli souhaite se concentrer sur des pneus plus tendres pour l'avenir afin de diversifier encore plus les stratégies et les choix des équipes, pour rendre le Grand Prix encore plus dynamique et imprévisible. Et considérons le fait que Pirelli fait des efforts considérables pour développer ses pneus car nous savons que le règlement technique 2026 a été finalisé officiellement en juin, moins d'1 an avant son entrée en vigueur. Ainsi, Pirelli a eu très peu de temps pour développer ses nouveaux pneus. C'est pourquoi les tests se déroulent à la fin de ce championnat, juste avant le nouveau règlement. Donc chapeau à Pirelli pour un développement aussi rapproché. Et nous devons tirer les oreilles de la fédération qui une fois de plus est arrivée en retard sur l'approbation du nouveau règlement, retardant ainsi tous les délais de développement. Nous devons aussi discuter des propos de Johnny et Herbert concernant Bortoleto et Hadjar. Écoutons-les ensemble, c'est un sujet de débat captivant et je suis certain que beaucoup auront des opinions variées à ce sujet. Bortoleto connaît une période de croissance importante. Le Brésilien de Sauber a obtenu 4 classements dans les points lors des 6 dernières courses, se hissant à la 16e place du classement des pilotes, devant même Carlos Sainz. À Monza, il est entré en Q3 et a terminé la course à la 8e place, aidé par la pénalité infligée à Kimi Antonelli. Et cette performance n'est pas passée inaperçue par Johnny Herbert, ancien pilote de Formule 1, qui a lancé une idée audacieuse lors d'une interview. Si cela dépendait de moi, je donnerais le siège Red Bull à côté de Verstappen à Bortoleto. Il a remporté consécutivement la Formule 3 et la Formule 2, mais la vraie différence est qu'il a Alonso comme manager et mentor, tout comme Piastri avec Mark Webber. Cela l'aide à grandir, à se mesurer à l'un des meilleurs après chaque session. C'est un gros avantage, tandis qu'Aghiari doit se débrouiller seul. Pour Herbert, donc, le point n'est pas seulement le talent brut, mais aussi le contexte. Bortoleto peut compter sur un soutien technique et mental de très haut niveau grâce à Alonso et cela l'aide à développer une conscience différente sur la piste. Bien qu'il reconnaisse les performances d'Adjar, Herbert souligne que la Sauber n'est pas au niveau des Racing Bulls, rendant donc les résultats du Brésilien encore plus remarquables. Et selon moi, les mots de Herbert ouvrent un débat intéressant. Red Bull doit décider qui accompagner à Verstappen à l'avenir, car nous savons que Tsunoda sera mis de côté. Et le choix entre Hadjar et Bortoleto n'est pas simple. Hadjar bénéficie d'un parcours solide dans le vivier Red Bull, d'un talent explosif et d'une vitesse pure qui l'ont déjà mis en valeur. Pensons au podium conquis aux Pays-Bas, mais il est vrai qu'il n'a pas de mentor fort pour le guider hors piste. Bortoletti, par contre, a montré non seulement des résultats, mais aussi une croissance continue. Le soutien d'Alonso n'est pas un détail, et avoir à ses côtés un champion du monde qui vous corrige, vous prépare et vous donne un état d'esprit gagnant est un accélérateur incroyable. Piastre avec Weber en est la preuve, mais je crois qu'Adjar est le prospect le plus probable pour Red Bull. Il est agressif, spectaculaire et déjà lié à la structure. Cependant, Herbert a raison de dire que Bortoleto se forge un profil de pilote de haut niveau et qu'être aux côtés d'Alonso l'a beaucoup fait progresser et continuera à le faire. Je pense donc qu'il est plus probable qu'Adjar ira chez Red Bull l'année prochaine à la place de Tsunoda. Bortoleto reste un profil intéressant, il faut comprendre dans quelle équipe de pointe il ira à l'avenir. S'il ira chez Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, McLaren, on ne sait pas encore, mais il reste un pilote à prendre en considération, notamment parce que la comparaison avec Hülkenberg, qui est son coéquipier actuel, est nettement écrasante en faveur du Brésilien, surtout lors des dernières courses, malgré le fait que Hülkenberg soit devant au classement des pilotes.
Il faut considérer que de toute façon, Hadjar se confronte à Lawson, que l'on peut également considérer comme un rookie cette saison. Donc la comparaison entre coéquipiers, eh bien pour Bortoleto, c'est très difficile. Et il supporte la pression, donc il fait un excellent travail, mais nous devons aussi parler du pari que Toto Wolff ne peut pas perdre, et ce pari a un nom et un prénom, Andrea Kimi Antonelli. Johnny Ebers est aussi déséquilibré sur Kimi Antonelli. Il lui a dit que Toto ne veut pas admettre que Kimi ne marche pas. Il y a un aspect humain en jeu. Il ne veut pas reconnaître qu'à ce jour, il n'a pas donné les résultats attendus. Il croit encore qu'il peut y arriver, mais en Formule 1, parfois un pilote ne parvient jamais à faire le déclic, malgré un excellent palmarès. Je pense à Nyck de Vries. Je compte sur le fait que Toto espère lui donner une meilleure voiture pour le faire briller. Ainsi, il pourra dire au conseil de Mercedes qu'il le met probablement sous pression. Vu ? Je vous l'avais dit. Antonelli est rapide, mais Russell a encore 2 ou 3 dixièmes d'avance aujourd'hui. Le principal souci, ce sont les erreurs. Si en 2026 Mercedes a vraiment la voiture pour gagner, ces erreurs pourraient nous coûter le championnat. À mon avis, comparer Antonelli et Nyck de Vries est une erreur, car ils viennent de milieux très différents. Antonelli a remporté plusieurs formules au cours de sa carrière et a prouvé qu'il est prêt pour la Formule 1 bien plus que Nyck de Vries, et considérons le fait qu'actuellement Antonelli est en confrontation directe avec Russell, qui est un pilote mature, constant et très fort en qualification. Et il y a aussi le poids des attentes, car Toto Wolff l'a amené en Formule 1 directement chez Mercedes par la grande porte, et cela doit être pris en compte. Antonelli doit trouver ce déclic qui, je pense, viendra. Petit à petit, il progresse. Il fait encore des erreurs, comme l'accident en FP2 à Monza qui l'a empêché de tester le rythme de course. Ce sont des erreurs typiques d'une première saison en tant que débutant, particulièrement dans l'équipe officielle. Accordons du temps à ce jeune homme de 19 ans et observons dans les années à venir s'il parvient à performer et si le pari de Toto Wolff s'avère fructueux. C'est mon avis sur Kimi Antonelli, mais je suis curieux de savoir ce que vous en pensez également. Et enfin, nous devons parler des déclarations de Ford sur Red Bull, car elles ont été très contradictoires et nous donnent un indice sur la façon dont Red Bull se prépare pour l'année prochaine. Et ce n'est pas un signe particulièrement positif. Mark Rushbrook, qui est le responsable de Ford Motorsport, a détaillé l'intention initiale, qui n'était pas de se focaliser sur les moteurs à combustion thermique. Nous voulions approfondir l'électrification, la chimie des cellules des batteries, les moteurs, les onduleurs, l'étalonnage, le contrôle et comment tout cela interagit avec le moteur à combustion. Au départ, nous ne voulions pas être aussi impliqués dans les moteurs à combustion, mais nous le sommes maintenant parce que nous avons encore beaucoup à apprendre. Ici, nous contribuons surtout à la production de composants. Nous sommes maintenant presque complètement impliqués dans le véhicule, même du point de vue opérationnel. Ainsi, d'une position en retrait sur les moteurs à combustion interne, Ford s'est retrouvé à devenir une partie intégrante du développement global, assumant un rôle important également sur la partie à combustion interne de l'unité de puissance de Red Bull, et Rushbrook a également rappelé comment l'accord avec Red Bull a été conclu. Nous avons été chanceux avec le timing, Porsche venait juste d'interrompre les négociations et Red Bull avait décidé de développer son propre moteur pour 2026. C'était encore une phase initiale, mais il s'était déjà rendu compte que les ressources étaient limitées, même pour une grande équipe de Formule 1, étant donné que Milton Keynes n'avait jamais développé une unité de puissance jusqu'à présent. À mon avis, cette interview clarifie bien l'approche de Ford. Au début, elle était plus académique et orientée vers l'électrification, aussi en tant que partenaire commercial, n'oublions pas cela. Il est intéressant de voir comment même un géant comme Red Bull, avec d'énormes ressources, a dû admettre ses limites pour développer une unité de puissance depuis le début. Et donc le mouvement de Ford est astucieux, mais il arrive un peu en retard. Pour revenir en Formule 1, il passe non par la porte principale, mais par la porte secondaire. Donc, en cas d'échec, ce n'est pas leur responsabilité. Mais la responsabilité devient celle de l'équipe à côté, qui est l'équipe dominante de l'ère actuelle. Donc je vous le dis sincèrement, le risque est là et il est énorme. En 2026, ce ne sera pas seulement un changement de règles, mais une vraie course contre la montre. Ceux qui se trompent dans la conception du moteur risquent de rester en arrière longtemps. Red Bull Ford part de zéro, tandis que Ferrari, Mercedes et Honda ont une continuité technique, donc inévitablement elles sont plus avantagées, mais nous verrons comment ce duel se développera également sur la piste. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des sujets abordés dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout pour aujourd'hui concernant Haas, nous nous